Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Reconnexion, l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Je m'appelle Dounia Zelou et j'accompagne des transformations humaines et organisationnelles conscientes qui contribuent à l'émergence d'un monde plus durable et heureux. L'intention du podcast Reconnexion est de permettre à la nouvelle génération d'entrepreneurs, de changemakers, d'artistes et de guérisseurs de trouver leur juste place grâce à l'ouverture de nouveaux flux entre les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir tous les vendredis un invité extraordinaire pour un échange multidimensionnel sur la reconnexion à soi, aux autres et à la nature. Merci à vous de nous rejoindre et très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Reconnexion, autrement que l'école. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Julie Debord, experte auprès des enfants et des adolescents au profil inexploré et inattendu, à l'image des hauts potentiels, TDAH, autistes et hypersensibles. Julie a 14 ans d'expérience à l'international entre le Canada, l'Australie et la France, et en 2020, elle a cofondé M, École des intelligences multiples, avec Bruno Dolem et Sylvia Grolier. L'ouverture sous forme de collège-lycée et de soutien scolaire est prévue pour septembre 2022 en région parisienne, à Viroflay. Julie, merci d'être parmi nous aujourd'hui pour ce podcast. Bonjour Dunia, puis merci de m'accueillir dans ce chouette podcast. J'aime beaucoup le nom Reconnexion. Ah, merci beaucoup. Qu'est-ce que ça t'inspire, Reconnexion ? Reconnecter à nous, à soi, et à la contribution qu'on est pour le monde, en fait. Si on écoute vraiment notre singularité, notre unicité. Et je pense que pour ça, il faut apprendre à s'affranchir des choses, à outrecréer les choses qui existent déjà, et à écouter l'élan de notre cœur, et d'aller créer ce qu'on a envie de créer, en fait. Aller créer ce qu'on a envie de créer, faire plus de place peut-être aussi à la créativité, notamment dès l'enfance. Tout à fait, oui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur M, l'École des intelligences multiples ? Alors, l'École des intelligences multiples, à la base, elle a été, au tout début de ses prémices, elle a été fondée par Bruno Dolem, donc qui est un ancien directeur d'établissement scolaire, donc il a dirigé des collèges, lycées sous contrat avec l'État. Puis c'est aussi un professeur. Et du coup, il a essayé dans les différentes écoles qu'il a co-dirigées, qu'il a dirigées, de faire, d'améliorer le système éducatif, parce qu'il voyait bien que l'école en fait ne s'adapte pas encore à toute la diversité des profils de ses apprenants. Et du coup, dans un premier temps, il a fait ce que tout le monde fait, l'école autrement. Donc il a essayé d'aménager un petit peu l'école, de faire un petit peu différemment les choses. Et en fait, il s'est rendu compte que pour vraiment qu'on impulse une transition éducative, il fallait penser les choses autrement. Donc en fait, il s'est dit ce autrement là, où est-ce qu'on pourrait le placer dans la phrase, parce qu'il faut savoir que Bruno est un professeur de lettres en fait, donc il s'amuse beaucoup avec les mots. Et c'est souvent si on disait autrement que l'école. Et du coup, à partir de autrement que l'école, on s'est vraiment posé la question, en fait, quoi d'autre est possible que cette école qui existe dans cette forme déjà figée, en fait, quoi d'autre est possible pour nos enfants, pour les élèves, pour qu'ils apprennent justement à être plus soi, à apprendre avec créativité et à trouver en fait ce qu'ils ont aussi envie de faire dans la vie plutôt que de répéter les choses, parce qu'il faut savoir que l'école d'aujourd'hui nous apprend beaucoup à imiter, à être dans la norme, à être normal en fait. Et quand on regarde l'être humain dans sa forme générale, on est tous uniques en fait, on a tous des singularités. Et du coup, on s'est posé cette question autrement que l'école, et ça a donné l'École des intelligences multiples. Et donc du coup, moi je suis venue un peu mettre ma touche avec l'expérience que j'ai. Et dans cette école des intelligences multiples, donc là on l'ouvre sous une première forme de collège-lycée à la rentrée 2022 à Viroflay en région parisienne. Et il faut savoir que la particularité d'EM, c'est que les élèves vont apprendre leur programme scolaire, apprendre à se découvrir en fait en co-construisant ensemble des projets éthiques et écologiques. Et le but d'EM, c'est du coup d'aller voir comment tous les savoirs sont interreliés plutôt que d'apprendre toujours en cloison.
Parce que si tu compares avec l'école d'aujourd'hui dans le milieu ordinaire, souvent on va apprendre en cloison, donc on va apprendre 1 heure de SVT, 1 heure de français, 1 heure d'anglais. Et le problème, c'est que des fois, ça rend fou. Et j'utilise vraiment le mot fou parce que j'ai de plus en plus d'enfants qui pètent des plombs dans le système scolaire parce qu'ils se disent, en fait, moi, pour apprendre le français, j'ai besoin d'aller voir là en histoire, j'ai besoin d'aller voir ici, je suis obligée de faire des liens à droite, à gauche. Et ça, je parle pas d'être haut potentiel et de penser en arborescence. Je pense à tous ces profils d'enfants, là, cette nouvelle génération qui émerge et qui apprend pas du tout comme nous, enfin comme toi et moi, qui n'ont pas du tout appris comme mes parents ou leurs grands-parents, en fait. Donc voilà, donc on apprend par projet chez M et du coup le projet permet de respecter du coup les intelligences et les sensibilités multiples de tous. Parce qu'en fait on considère chez M que l'élève n'est plus un élève mais un contributeur. Donc aussi à partir de tes capacités que tu as naturelles, tu vas venir contribuer au projet et en étant en contact d'autres intelligences et sensibilités multiples, tu vas t'ouvrir à des capacités que tu pensais ne jamais pouvoir avoir en fait. Parce que tout simplement tu pensais que cette capacité n'était même pas possible en fait. Donc voilà, nous, on a aussi une fonction de promouvoir toutes ces intelligences et sensibilités multiples, et cela au-delà de la théorie des 8 intelligences multiples d'Howard Gardner, en fait. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire un peu plus à qui s'adresse M? Tu as parlé tout à l'heure collège, lycée, et à quel type d'élèves ou d'enfants, voilà, l'école s'adresse-t-elle? J'ai envie de répondre à toutes et à tous, parce qu'en fait, je pense qu'il est temps de vraiment créer une école qui va s'adapter à tous les profils d'apprenants, et pas seulement de faire des écoles spécialisées, comme on voit, au potentiel d'un côté, TDAH de l'autre, autisme de l'autre, enfant qui a pas envie de suivre je sais pas quoi, enfin qui est en décrochage scolaire ou quoi que ce soit, parce que souvent quand tu quittes le système scolaire ordinaire ou même le système privé sous contrat avec l'État, c'est parce qu'en fait t'as pas trouvé ta place ou en tout cas les endroits dans lesquels t'as été a fait que ça n'a pas fonctionné pour toi. Mais en tout cas, je pense que j'aime à dire que c'est pour toutes et pour tous, parce que je pense qu'il est l'heure d'ouvrir l'école à ça. Par contre, de manière plus pragmatique, pour les enfants qui se sont déjà préinscrits pour M pour la rentrée septembre 2022, c'est assez drôle parce que peu importe le profil d'enfant qui arrive chez M, que ce soit un enfant qui a besoin de stimulation, qui s'ennuie à l'école, que ce soit un enfant qui a besoin de bouger, qui est hyperactif, que ce soit un enfant qui a besoin d'avoir son espace et sa bulle pour apprendre aussi à son rythme. La chose qui revient le plus souvent, pratiquement chez tous les parents qui m'ont appelé, c'est qu'on m'a appelé, on m'a dit « Ouais, mais Julie, le problème, c'est que mon enfant est sensible et il est empathe et c'est un problème pour l'école. » Donc, je te dirais, en ce moment, je te répondrai cette réponse qui pourra évoluer dans le temps, mais je suis assez frappée par cette capacité empathique que l'école ne reconnaît pas, parce que la sensibilité, ce n'est pas quelque chose, c'est une faiblesse, en fait, pour l'école. Et ce n'est pas une force. Et du coup, chez M, ça me donne vraiment la volonté, justement, d'aller dire non. L'empathie, la sensibilité est une capacité qui n'est pas encore reconnue par l'école. Mais c'est une capacité. Et on en a besoin pour construire le monde aujourd'hui, en fait. Merci pour ça, complètement. Et on en parle de plus en plus, notamment dans des milieux entreprises. On parle d'intelligence émotionnelle. On est en train de faire de plus en plus de place et ça commence à l'école. Donc, merci pour ça. C'est intéressant, en effet, de voir quels sont les profils qui se dessinent des fois assez naturellement, qui sont attirés par un type d'école. En tout cas, c'est vrai que ça ouvre de nouveaux chemins pour le futur. Alors, comment ton expérience à l'international, en France, au Canada, en Australie, t'a nourri dans la co-création d'EM? En fait, pour être totalement honnête avec toi, moi, je n'avais jamais pensé à ouvrir une école. Mais vraiment, M est arrivé un petit peu, je sais pas trop comment. Alors, je répondrai peut-être pas à la question de manière linéaire, mais du coup, en fait, comment C'est OK. Le podcast aussi voilà, est ouvert sur toutes les formes, tous les profils inexplorés, inattendus, pour reprendre tes mots. Du coup, en fait, comment j'ai atterri dans M, c'est vraiment on peut parler de destin, de chance, ou tout ce que tu veux, mais en fait, de manière plus pragmatique, j'écrivais parce que du coup, moi, ça fait que 2 ans que je suis revenue en France, donc j'habitais au Canada et en Australie. Et en fait, en revenant en France, je me suis rendu compte que j'avais acquis énormément de capacités dans tous les sens. J'avais vraiment développé je suis en train de développer tous mes multiples et au-delà. Et du coup, je ne savais pas quoi faire. Donc, du coup, j'ai pris un poste d'éducatrice spécialisée dans un IME, mais ça a été une catastrophe totale et complète tellement
c'est figé dans une méthode pour tous, en fait, et que ça rend fou tout le monde, surtout moi. Et du coup, pour essayer de sortir de là et de dire, OK, au lieu de, voilà, je ne tombe pas en dépression, c'est comme ça qu'est la France, tu l'as quitté il y a 10 ans, il y a eu des améliorations, mais franchement, waouh, ça n'a pas avancé très très vite. Qu'est-ce que tu peux faire? Donc en fait, je m'étais créé un profil sur LinkedIn, puis j'écrivais des textes sur la différence, sur l'autisme, sur la sensibilité et tout ça. Et en fait, c'est comme ça que Bruno Dolem m'a trouvé, il m'a demandé en contact, il m'a dit, moi ça fait plusieurs années que j'essaie de mettre en place M, ça ne fonctionne pas, peu importe les équipes que je mets en place. Et il m'a dit, il me semble que toi, avec ta compréhension hors norme des choses, parce que du coup moi j'ai pas du tout une vision médicale, paramédicale, de tout ce qu'ils appellent handicap ou incapacité ou trouble en fait. Parce qu'en fait, vu que j'ai été en contact par exemple, d'enfants autistes où on me disait, mais Julie, ça sert à rien ce que tu fais, il parlera jamais, il est en train de se mordre la main, il y a personne, en fait, il a pas envie d'être ici dans ce monde. Et qu'en 2 semaines, j'arrivais à connecter avec la personne de manière fulgurante et que je la laissais se développer, en fait, sans forcément chercher à ce qu'elle soit verbale ou à chercher à la formater d'une certaine manière, en fait. Et que j'avais des résultats plutôt impressionnants, sans forcément passer par une méthode quelconque, en fait. Je me suis dit, en fait, tout est possible. Et en fait, à partir de quel point de vue on se place quand on regarde quand on regarde même une personne, ne serait-ce qu'on dit verbal ou qui ne va jamais se développer de sa vie. Et ce que j'aime beaucoup dans le milieu anglo-saxon, c'est qu'on dit souvent jamais que la personne elle est non-verbale, on dit souvent qu'elle est pré-verbale. Ce qui présuppose qu'elle peut parler, et ça l'enferme pas dans un truc, elle n'est incapable, impossible de faire ça ou ça. Et aussi, j'ai travaillé dans une école pour adultes où en fait, il y avait tous les profils mélangés, des personnes non-voyantes, des personnes malentendantes, des personnes qui étaient en fauteuil roulant et qui avaient apparemment pas l'air de pouvoir parler. Il y avait des personnes, juste des adultes qui reprenaient leurs études parce qu'ils avaient décroché. Et j'étais dans cette classe où en fait tous les profils étaient mélangés. Et en fait, en les regardant autrement, il y avait des choses assez extraordinaires. Puis ils nous pointaient des choses en fait que nous on n'était pas capable de voir parce qu'on était trop dans cette normalité où les choses devaient être d'une telle manière en fait. Et en fait, le fait de penser tous de la même manière, ça permet pas de créer en fait. Donc en fait, je me suis nourrie de toutes ces expériences. Canada, Australie aussi, j'ai vécu des choses assez extraordinaires. Et moi, j'ai eu la chance d'être au contact de familles très très ouvertes, c'est-à-dire qui sont pas allés forcément écouter les médecins, qui sont pas forcément allés écouter la psychologue qui avait casé dans telle ou telle case, et qui avait été ok, moi je suis en face de mon enfant est là et je vais co-construire avec lui en fait. Et les parents m'ont montré aussi énormément de choses où je me serais dit en tant que professionnelle, si j'étais restée juste à écouter les professionnels entre nous dans les réunions, j'aurais jamais appris tout ça en fait. Donc en fait c'est M, pour répondre un peu à ta question de manière plus linéaire, je rebondis. Du coup, c'est vraiment l'accueil de l'autre inconditionnellement, et c'est d'aller le rencontrer avec curiosité dans ses singularités, et peu importe à quoi ressemblerait la capacité de la personne en fait. Et à partir de là, qu'est-ce que je co-construis avec elle? Et je suis pas là pour la formater, la normaliser, lui dire comment être. Je suis là pour aussi me nourrir de sa différence et de ses singularités en fait. Ce qui me vient là tout de suite, c'est les mots ouverture et acceptation, en effet. Ouais. Et je pense que plus tu as des projections, des jugements, des limitations, des expectations, attentes envers la personne, et plus tu la fiches dans un moule, et plus tu es sûr que ta relation avec elle ne va jamais avancer en fait. Parce que l'attente, je crois que c'est ce qui crée le plus de souffrance en fait, vraiment. Être en attente que quelqu'un devienne d'une certaine manière ou soit d'une certaine manière en fait. Et quand tu lâches ça, souvent t'as toutes les portes, t'as beaucoup de portes qui s'ouvrent en fait. Et tu te dis mais en fait c'est moi dans mon point de vue qui est hyper limité et qui laisse pas l'espace à l'autre pour me montrer qui il est vraiment en fait. C'est ça, et en même temps, comme tu le dis, voilà, tu le disais tout à l'heure, c'est aussi quelque part l'angle de perception, la façon de voir les choses, et comment aussi on est conditionné par les normes sociétales, par les milieux familiaux, le conditionnement éducatif, dans la perception des choses, et c'est intéressant aussi de voir que parfois même à l'international, il y a beaucoup de modèles d'un point de vue éducatif qui en fait ont des cas de référence différents. Alors après chaque personne, trouve ce qui lui convient de façon la plus juste parce qu'encore une fois on est tous singuliers, mais c'est intéressant en effet de voir ce changement, surtout qu'on arrive aujourd'hui en effet à j'ai envie de dire un changement très marquant de notre évolution, même si on est
toujours en transformation, mais là, on sent vraiment autour de nous le changement de paradigme qui est assez marquant dans tous les systèmes et de la nécessité des systèmes de s'adapter à l'évolution de l'être humain. Tout à fait. Et vraiment, l'école est vraiment un gros sujet parce qu'en fait, souvent on me demande, mais en fait, chez M, vous faites quoi est-ce que vous préparez au brevet et au baccalauréat? Mmh. Et la réponse est évidemment oui, en fait, parce que on pourrait dire autrement que l'école, mais on pourrait dire aussi autrement que les programmes scolaires pour accéder aux programmes scolaires. Donc je pense qu'en soi, c'est pas c'est pas vraiment le programme d'éducation nationale qui a un problème, c'est comment j'aborde le problème de l'éducation nationale et comment je permets aux enfants, aux jeunes, quand je vais à l'école, aussi d'aller chercher, de trouver ma voie en fait à l'école. Et du coup, l'école nous pose vraiment la question de comment je fais pour accéder à tous mes talents et comment je fais pour accéder au savoir qu'il est probablement requis d'abord dans la société dans laquelle je vis aussi. Donc c'est pas du tout être contre le système ou vouloir plus que l'école ordinaire existe. Enfin, je pense que comme tu dis, chacun. Moi, j'ai des enfants qui sont dans le public ou dans le privé sous contrat ou dans des écoles même hors contrat et qui sont très bien en fait. Donc, mais c'est se dire quand même, qu'est-ce que je produis quand je fais ces écoles-là? Est-ce que ça me permet vraiment d'avoir un impact significatif pour changer le monde? Nous, on va vraiment au-delà. Alors oui, le brevet, le baccalauréat, et c'est assez facile pour nous de jouer avec les programmes, de montrer aux enfants comment, ils vont, aux jeunes, parce que c'est un collège-lycée, ils vont pouvoir apprendre à leur manière pour pouvoir, on va dire, un peu comme dans un jeu vidéo, accéder à tous les niveaux des savoirs pour arriver jusqu'au baccalauréat. Mais ça, Mmh. au-delà de ça, à quoi je les prépare aussi. Complètement, et ça soulève aussi la question de notre vision aussi collective du monde de demain et Ouais. ces enfants et ces jeunes qui sont aussi voilà, la future génération, à créer le monde de demain après le système scolaire. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je pense que M, on aura aussi une vocation à faire collège-lycée et on proposera aussi des programmes post-M qui ne seront pas des programmes post-bac parce que le bac, c'est juste un moyen d'arriver à ton objectif. Mais c'est pas non plus, c'est pas, si tu n'as pas ton bac, ce n'est pas non plus je veux dire, tu ne vas pas mourir en fait. Enfin, ce n'est pas la fin du monde. Peut-être pour les parents. Hein. En soi, parce que je vois beaucoup de pression mise sur le bac, c'est vraiment un moyen pour parvenir à, en fait, tout simplement. Oui, après quand tu as un système, enfin, je comprends tout à fait ton point et je comprends aussi le point des parents. Je pense que c'est aussi vu comme, enfin, comme indispensable parce que c'est aussi après derrière, les qualifications que demandent les entreprises pour recruter, pour embaucher. Donc c'est aussi pour ça quelque part que je pense qu'il y a une telle, peut-être pas pression, mais ouais, une telle volonté en tout cas d'utiliser cet indicateur, pour la suite. Maintenant, voilà, j'ai le sentiment et on observe qu'il y a des évolutions dans tout l'écosystème dans lequel on vit. On parlait tout à l'heure, de la place des émotions, de l'intelligence émotionnelle et également dans les systèmes éducatifs. On parlait justement avec, alors Julie Varin, dans, le dernier épisode du podcast Reconnexion, elle donnait l'exemple de son fils, qui, a des cours, de yoga en maternelle. Il y a des universités aussi notamment et des écoles en France qui, intègrent davantage des pratiques de méditation, les apports des neurosciences. Donc finalement, ce qu'on dit aussi, c'est quelque part apprendre de nos enseignements pour pouvoir les intégrer, dans nos systèmes pour améliorer, le futur des futures générations. Un peu comme je pense nous, on a profité aussi, des acquis de nos prédécesseurs qui ont amélioré les systèmes dans lesquels on vit, parce qu'ils avaient un autre niveau de conscience et je pense que c'est aussi notre responsabilité, de veiller, là on parle d'éducation, d'autres personnes sont mobilisées sur des sujets de réchauffement climatique ou d'autres sujets, mais en tout cas, on est dans cette adaptation de nos systèmes pour un mieux et surtout pour les enfants. Ouais, tout à fait. Et puis je pense que l'écologie est au centre. Tu vois, je te parle de mur végétal, mais parce qu'en fait, chez M, on va apprendre, quand tu arrives, en fait, que tu ouvres un trimestre, on arrive avec une thématique, avec une question. Donc le mur végétal, ça pourrait répondre à une des questions.
comment est-ce que je fais pour rendre plus vertes nos villes ou un bâtiment pour que la végétation, la nature entre dans nos mœurs et du coup que l'école aussi soit végétale. Et en fait, si on prépare nos enfants, les élèves à cette écologie, donc ils ont quand même de manière très très naturelle, mais on les prépare et qu'on le met dans le cursus scolaire comme quelque chose qui est évidemment inévitable, je pense que l'écologie commence à l'école en fait. Complètement, complètement. Dès le début, parce que finalement, c'est le lien avec la vie réelle aussi. On est moins dans la distinction et dans le gap entre la théorie et la pratique. Ouais, c'est pour ça que je dis c'est bien d'investir en écologie, mais je dis souvent aux gens, si vous voulez investir en écologie, venez investir chez M, parce que vous investissez dans l'écologie quand vous investissez dans l'éducation, en fait. Oui, ça me fait penser à l'écologie intérieure, Ouais. au-delà de l'écologie extérieure. Ah là là. Alors donc du coup, tu parlais du mur végétal parce que chez M, vous fonctionnez davantage en projet, c'est bien ça, plutôt qu'en matière? Alors, on va apprendre les matières scolaires, les savoirs scolaires, les programmes scolaires, et Mmh. pour cela, la pédagogie est en mode projet. D'accord. Et donc, du coup, quand je parle de projet, c'est-à-dire que c'est le centre total et complet de l'école. Et il va y avoir plusieurs projets dans l'école pour répondre à une thématique. Donc, par exemple, comment rendre plus vertes nos villes, comment rendre les villes de demain connectées tout en respectant l'écologie. Par exemple, ça pourrait être un thématique. Et on pourrait, par exemple, je sais pas, là je parle d'un mur végétal parce que c'est juste pour donner le centre de la pédagogie. Et du coup, dans un mur végétal, tu peux autant faire des sciences du vivant. Tu peux, parce que le mur végétal a besoin, par exemple, d'avoir de l'eau, inventer un système d'arrosage automatique. Donc, le système d'arrosage automatique, mathématique. Tu peux faire de l'intelligence artificielle, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des matières qui sont prédominantes chez nous, donc l'écologie, l'intelligence artificielle et le digital. Mmh. Et le projet nous permet aussi d'accéder à l'art et à nos humanités. Par exemple, parce qu'un mur végétal, tu peux dire, tiens, moi je le rends luminescent. Et puis je vais faire, je sais pas, je vais étudier Jean-Jacques Rousseau et la nature, parce qu'en plus c'est pour le baccalauréat, dans les textes qu'on peut apprendre pour passer le baccalauréat. Et du coup, c'est comment j'apprends à travers un projet à créer un mur végétal, et je comprends et je mets du sens dans ce que j'apprends. Et l'une des meilleures manières, à mon sens, pour apprendre les choses, c'est de voir les choses se mettre en place, c'est de toucher avec nos mains, c'est de sentir, c'est d'utiliser tous nos sens. Et les Mmh. projets nous permettent donc d'être en mouvement, donc de pas être assis toute la journée sur une chaise à écouter un prof qui parle d'une matière et puis à écrire, puis à devoir recopier les choses, mais c'est d'être vraiment un acteur actif de tes apprentissages, parce que tu sais ce que tu as à faire, donc tu es en mode projet. Tu sais quand est-ce que tu vas faire du français parce que ça correspond à ça, tu sais quand est-ce que tu vas faire ça dans le projet. Et du coup, c'est apprendre en faisant en fait. Si je peux résumer un peu M là en quelques mots, apprendre en faisant, en mettant en place, en ressentant, en vivant les choses, et surtout donner une place au corps dans l'école. Parce que souvent le corps à l'école il est assis sur une chaise et on ne peut pas trop bouger quoi. Si ce n'est en TP ou en sport. Oui, complètement. Alors que le corps nous transmet tant de messages. Ouais, tout à fait. Et je suis sûre que les enfants qu'on dit hyperactifs ou qui ont une difficulté d'attention, je suis sûre que chez M, ça va s'effacer en fait. Donc première école, enfin collège-lycée prévue, l'ouverture est prévue pour septembre 2022 en région parisienne, à Viroflay. Oui. Combien de jeunes étudiants, collégiens, lycéens sont attendus pour cette première, promotion? Environ 45 à 60. 45 à 60 étudiants et ensuite, quelle est la vision d'EM pour les 10 ans à venir? Alors, M n'a pas été pensée comme une école. C'est pour ça qu'on parle de autrement que l'école. Ouais. Donc il y a M, ce qu'on va appeler. Alors on n'a pas déplié tout le modèle de M parce qu'on veut pas perdre les gens.
En gros, M va se développer sur plusieurs phases, donc plusieurs écoles, je pense à travers la France, au vu de la demande et des messages qu'on reçoit. Et il faut savoir que M s'adapte à son territoire, donc on n'est pas obligé d'ouvrir un collège-lycée si c'est une ferme pédagogique qui est requise pour apprendre et avoir accès aux apprentissages pour les enfants, enfin pour les élèves. Donc moi j'appelle ça le M-School. Donc M-School, ça va comprendre donc collège-lycée, puis toutes les formes éducatives que peut prendre une école. Et aussi on a du soutien scolaire. Donc ça c'est les mercredis pendant les vacances scolaires. Et à côté de ça, M aussi est là pour éveiller les consciences. Et du coup, on va mettre en place tout un système de formation pour éveiller les consciences à la différence, à les différentes manières d'apprendre. Je pense qu'ils seront autant pour les parents, les élèves que les entreprises, parce qu'on voit qu'en entreprise aussi, il y a vraiment cette volonté d'aller chercher les multiples dans ces équipes et d'aller rencontrer la diversité. Vraiment, plutôt que derrière le salarié, une personne qui devrait effectuer un certain nombre de tâches, on voit vraiment cette connexion. Il y a plus une recherche, une connexion émotionnelle en fait en entreprise et intelligence collective qu'on voit se développer. Et du coup, ça, on voudrait l'intituler M Care. Donc le care, c'est le prendre soin. Et ça serait des formations. Je prends soin de moi, des autres et de la planète. C'est pour ça que je parlais de écologie, parce qu'écologie, c'est pas juste écologie, c'est pas juste le côté écolo qu'on connaît du mot écologique, si tu vas un peu plus derrière. C'est vraiment le prendre soin à la maison de, en fait. Et à côté de ça, on a envie de développer aussi, parce que du coup, comment est-ce qu'on apprend chez M On apprend au sein du lab éducatif M. Donc, c'est-à-dire que ta salle de classe que tu connaissais quand tu étais plus jeune, où tu étais assise à écouter le prof, puis ensuite, au bout de 50 minutes, tu changes et tu vas dans une autre salle, ça n'existe pas chez M. Quand tu arrives chez M, tu es dans un grand atelier, et en fait, tu rentres dans le lab éducatif M, qui sont 4 ateliers qui ont redécoupé les savoirs et repensé les programmes scolaires, le temps et l'espace. Et donc, du coup, tu as le premier atelier qui s'appelle Intelligence artificielle et digitale. Tu as le deuxième atelier qui s'appelle Sciences du vivant, le troisième qui est les sciences de l'ingénieur, et le quatrième qui est Art et humanité. Donc les élèves vont travailler en open space et vont aussi avoir du temps d'enseignement dans d'autres salles. Mais du coup, le découpage de comment fonctionne chez M n'est pas du tout le même découpage qu'une école, même atypique, que tu peux rencontrer dans les modèles alternatifs d'école. Et du coup, ça, on appelle ça le lab éducatif. Et en fait, je sais pas si tu es familière aux makers, ceux qui fabriquent des objets. Non. Comme on a pu voir, des objets ou qui inventent des nouvelles manières de faire ou qui vont travailler en réseau pour aider. Par exemple, pendant la Covid, on a vu beaucoup de personnes faire des masques avec des machines 3D. Ouais. Inventer des choses pendant la Covid. Et le maker, c'est celui qui fabrique, qui invente, qui crée. Un petit côté geek et savant fou un peu chez M. Le profil des fois, c'est vraiment aussi celui qui aime construire, qui aime imaginer, qui aime s'exprimer, qui aime créer en fait. Il y a peut-être plus ce type de profil chez M que dans une école où on a peut-être plus envie juste d'avoir son bac. On va peut-être chercher un peu plus ça chez M que si on va dans une école lambda. Et du coup, on a inventé ça, donc c'est le M-Makers, donc le lab éducatif. Et le M-Makers, c'est pas juste pour l'école, ça sera aussi pour les personnes qui auraient envie de venir développer des projets chez M. Parce qu'on va avoir des imprimantes 3D, on va avoir des machines, du digital et tout ça. Donc il y a cette volonté-là. Et il y a aussi cette volonté de faire du social business, donc d'avoir des entreprises à vocation sociale et qui amènent de la conscience dans la société. Voilà, bon, ça c'est peut-être plus 15 ans. Du coup, c'est vraiment de créer un nouvel écosystème, un nouveau monde, pour permettre de créer, de donner plus de soi dans le monde en fait, et de vraiment les rencontrer qui on est vraiment et qu'est-ce qu'on peut co-créer ensemble en fait. Donc il y a cette sorte d'intelligence collective que je pourrais peut-être résumer sur les 10 ans à venir chez M. Et puis si vous allez sur le site internet, tu verras qu'en fait l'un des 4 challenge d'M, c'est de créer une communauté. Donc c'est pas juste de faire 1, 2, 3 ou 10 écoles tout seul dans son coin, c'est vraiment aussi d'aller dans un territoire et de se dire sur ce territoire, voici les besoins et voici ce qu'on peut co-créer pour aussi améliorer le territoire à travers les projets des élèves.
C'est très intéressant et fascinant, notamment pour, les organisations qui auront besoin d'innover dans le futur. C'est vrai que des structures comme M sont vraiment propices au développement de la créativité dès le jeune âge et c'est de bon augure pour, l'innovation dans les années à venir. Ouais, puis j'ai vraiment des appels de tous les corps de métier. Mais vraiment, c'est assez incroyable. Et c'est pas des parents qui cherchent forcément une école pour leurs enfants, ça peut être aussi des parents qui ont eu des enfants qui n'ont pas répondu aux normes du système scolaire et qui maintenant sont plus vieux et n'ont pas besoin d'école et qui ont envie maintenant de contribuer. Et je pense que le mot qui Mmh. revient le plus chez M, c'est contributeur. Comment est-ce que je peux contribuer à travers l'école à améliorer le monde et à le changer autour de moi en respectant qui je suis. C'est très beau. Merci pour ce partage, Julie. Je t'en prie, Donia, merci. Reconnecter les mondes de l'entrepreneuriat, j'irai plus largement de l'entreprise, de l'art et du sensible, qu'est-ce que ça t'évoque? Bah, ça m'évoque M. Le podcast est aligné avec M alors. Ouais, non, mais tout à fait, parce qu'en fait, du coup, on réinvente les métiers de l'éducation au sein de M. Et il y aura des professeurs chez M, mais je pense qu'ils ne seront pas majoritaires. On a très envie de travailler avec des chefs d'entreprise, des PME, des particuliers, pour aussi reconnecter avec le savoir qui est partout en fait et qui est en chacun de nous en fait. Et je pense que, comme tu disais, l'art et le sensible, je pense que c'est l'un des meilleurs moyens pour vraiment faire changer les choses sur le long terme en fait. Et rendre élégant les choses, un peu comme du design. Je sais pas si t'es familière au design. Oui. Mais le design, c'est vraiment d'aller trouver une solution, de créer une expérience pour des utilisateurs qui sont en recherche d'une solution. Mmh mh. Et souvent, c'est autour de quelque chose qui est éthique. Donc, ça serait par exemple, je sais pas, il y a une l'école de design de Nantes est très en avance là-dessus. Et par exemple, ils ont, à travers leur projet, parce que je suis en contact avec eux, à travers leur projet, par exemple, ils ont imaginé de créer un cocon chenille pour des enfants qui sont placés, pour les aider à dormir Mmh. et pour retrouver de la sécurité dans leur corps. Et du coup, le cocon chenille, vraiment, en plus, ils ont fait un produit très élégant, très beau, très sensible. Tu peux juste le voir à l'œil que ça doit changer pas mal de vies, en fait. Donc, ouais, ça m'évoque ça, en fait, de vraiment créer des projets qui peut-être nous amènent à laisser aller notre vulnérabilité, notre sensibilité, mais pas dans le sens où je suis faible, dans le sens où je me connecte à mon cœur et je change le monde, tout simplement. Je pense que ça n'a pas besoin d'être compliqué, en fait, pour changer le monde. Ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'être lourd. Ça peut être beau et élégant, en fait. Mmh. Complètement, complètement et qu'est-ce qui te permet à toi, tous les matins quand tu te réveilles de te dire: «Je vais contribuer à changer le monde au travers d'M» et qu'est-ce qui te donne l'énergie? Parce que c'est pas je suppose que c'est pas non plus évident de cofonder, un nouveau système et qu'est-ce qui te drive? Je pense que quand même la rencontre avec Bruno, elle a été déterminante, parce Mmh. que je sais pas si tu auras l'occasion un jour de l'interviewer, mais c'est, une personne qui est très sensible. Je pense qu'il y a un quotient intellectuel qui est énorme, et un quotient émotionnel qui est énorme. Et en fait, il a une telle ouverture à l'autre. Souvent, on va s'appeler le matin ou en après-midi ou dans la semaine. Et je t'avouerai que lui, il m'a permis aussi d'ouvrir. Parce que lui, il a le côté. Moi, je suis sensible, hypersensible et tout ça aussi, mais lui, il a un côté vraiment élégant, beau dans sa manière de parler. Bon, il est aussi professeur de lettres, il adore lire et pas mal de choses. Et moi, je suis le côté un petit peu, je défonce des murs. J'ai un peu le côté Bob le bricoleur. Donc, quand il faut y aller, on y va en fait. Et moi, j'adore. Le matin, je me lève, je danse, je suis à fond. Et Top. souvent, je reçois des messages, soit mon LinkedIn, sur mon Facebook, ou sur ma message, sur mon Hotmail, ou sur la messagerie M. Et du coup, je reçois tellement de témoignages de personnes. Alors, c'est de tout. Hein. C'est la personne qui a été malheureuse à l'école et qui se dit, merci de créer M, parce que j'ai l'impression que ça va aussi réparer des adultes qui ont été brisés.
Mhm. de permettre, il y a une sorte de réparation, je pense, avec M qui est en train de s'opérer. Donc c'est pour ça qu'aussi on parle de formation autour du caring, de prendre soin des autres et prendre soin de soi. Parce que je pense que M a cette mission-là vraiment de sensibilité et de montrer qui on est en fait vraiment. Et du coup, il y a tout ça en fait qui me drive le matin à me lever et puis à me dire en fait, je suis pas toute seule, je me sens plus toute seule là-dedans et c'est hyper léger parce que j'ai de l'aide de partout en fait. Alors après, c'est juste comment je coordine toute cette aide qui arrive pour que ça soit encore plus fluide et léger. Mais c'est vrai que depuis que M est arrivé dans ma vie, j'ai l'impression de ne plus être seule. Et ça, c'est Mhm. pour quelqu'un qui est habitué à avoir. J'avais beaucoup de projets, j'ai voyagé à travers le monde. Je suis quand même capable. Je suis quelqu'un qui est quand même capable de créer beaucoup de choses très très rapidement. Mais j'avais cette sensation de lourdeur, d'être un peu seule ou d'être un peu incomprise en fait, dans ma bulle en fait. Et en fait, depuis que je connecte à l'énergie de M, et souvent des fois, je regarde le logo quand je me lève. Tu sais, cette planète avec ce nuage. Et le M du soleil. Et le M du soleil, et je me dis, waouh, ce monde, il est déjà là, en fait, et voilà, je ne suis plus seule, en fait. Et en fait, j'ai envie de dire aux gens, vous n'êtes plus seul non plus, en fait. Ouais, c'est ça, parce que le sentiment de solitude est quelque chose qui revient assez fréquemment donc bah, merci à toi, merci à Bruno, également pour, merci à vous de porter cette énergie au travers d'Em et de contribuer, de faire votre part, dans ce monde. Merci Julie. Bah, de rien, Dunia. Puis c'est important ce que tu dis, parce que du coup, nous, on fait notre part dans le monde. Et je vois aussi que ça aide les autres à se dire, ok, moi j'ai envie de contribuer comme ça. Ah ok, c'est possible de contribuer. Est-ce que je peux faire ça pour contribuer? Et en fait, des fois, pour contribuer, c'est pas non plus, c'est pas obligé de prendre 10 heures dans la journée. Hein, ça peut être juste 5 minutes. On n'est pas obligé de faire un truc non plus titanesque tout le temps. Mais c'est aussi de dire aux gens, parce qu'ils me disent, je reçois des messages, oui, quand est-ce que vous ouvrez à Lille? Quand est-ce que vous ouvrez à Rennes? Quand est-ce que vous ouvrez à Lyon? Et en fait, je réponds aux gens, bah, quand vous l'aurez décidé, en fait, quand vous l'aurez choisi. Parce que moi, je fais ma part du travail, mais en fait, pour ouvrir un N, c'est très simple. Nous, on paye un loyer, on ne demande même pas d'arriver gratuitement quelque part. Hein. Quand on a trouvé nos local à Viroflay, on fait un contrat business avec le propriétaire, comme n'importe quelle, comme une entreprise, ou une association qui s'installe dans un local. Nous, la seule chose qu'on a besoin, c'est qu'on nous trouve des ateliers, en fait, ou un local avec un plateau ouvert. Nous, on co-construit dedans avec, voilà, on a même des architectes qui se proposent autour de nous et tout ça. Et c'est tout, en fait. Donc, la seule chose qu'on a besoin, et ça, c'est peut-être important de le dire dans ce podcast, c'est qu'en fait, les propriétaires de locaux sont un élément déterminant dans la transition éducative. Parce qu'en fait, en France, on a des merveilleux professeurs, on a des merveilleux enseignants, on a des merveilleux psychologues, des merveilleux professionnels, même directeur d'établissement d'école ordinaire, en fait, tout simplement. On a pas mal de gens aussi qui sont sortis de l'éducation nationale, qui se sont formés à la sophrologie, à d'autres choses où on voit bien qu'on a besoin du corps pour apprendre. Et ces gens ne veulent plus retourner, par exemple, dans l'éducation nationale. Mais tout le monde est isolé un peu dans sa bulle. Et souvent, des personnes ont essayé de monter des projets d'école. Et quand on essaie de monter l'école, il y a quand même beaucoup d'étapes. Il peut y avoir beaucoup de complexité. Il faut vraiment comprendre le système. Donc moi, j'ai la chance d'être accompagnée par Bruno qui a déjà ouvert des écoles. Donc pour lui, ouvrir des écoles, c'est comme aller chercher une baguette de pain à la boulangerie. La seule chose où on s'est cassé les dents un petit peu, c'est le local, en fait. Donc c'est vraiment de dire aux propriétaires de locaux, en plus spécialement si vous avez des endroits inhabités que vous avez envie de réhabiliter, en fait nous on est là pour réhabiliter les lieux aussi, pour leur redonner vie, pour leur redonner une fonction. Donc ne pas hésiter à arriver avec un projet mais vraiment concret, pragmatique, et pas peut-être je connais ma voisine qui a peut-être connaît l'agent immobilier qui a peut-être un local qui peut-être pourrait correspondre à votre besoin. Ça c'est trop flou en fait. Mais par contre arriver avec des contacts de propriétaires qui ont aussi envie de participer à des transitions éducatives et écologiques, hein, parce que l'éducation, c'est l'écologie. En fait, nous, on arrive et on déploie le modèle en mode boum, boum, bam, en fait. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Mais c'est vraiment de dire aux gens, faites votre part aussi. Parce que moi, j'ai juste 2 bras et 2 jambes. Même si j'ai des multiples et des fois 3 cerveaux qui s'allument en même temps, ça m'intéresse pas de créer comme ça toute seule à porter les choses en fait. Et Bruno, ça m'intéresse pas non plus en fait. Parce que le but c'est que chacun vienne prendre son pouvoir, vienne s'empuissancer à travers M pour mettre les choses en place en fait. Et de co-créer ensemble. De co-créer, vraiment on est dans la co-élaboration, dans la collaboration, dans l'intelligence collective. Et moi du coup de me dire oui j'ai créé M et j'arrive pas en disant ouais j'ai créé M et je sais tout.
En fait, on n'a que 5% des réponses avec Bruno. On est en train de co-créer un système qui n'existe pas encore. Et ça plaît beaucoup aux élèves parce qu'ils se disent ah ouais mais qu'est-ce qu'on va faire. Alors nous on leur donne un emploi du temps avec des exemples et eux ils arrivent et ils sont là ah ouais mais est-ce qu'on pourrait faire ça là, est-ce qu'on pourrait faire ça là, nanana. Et en fait c'est les élèves aussi qui contribuent au système. Donc c'est pas juste Julie et Bruno de l'école des intelligences multiples, c'est tout le monde en fait. Et ça suppose de bouger les lignes et les façons de fonctionner. Ouais mais en fait je pense que je pense que c'est plus léger que ça demande de choisir quelque chose de différent, c'est tout. Oui, complètement. Alors du coup, c'est l'occasion en effet, dans ce podcast, est-ce qu'il y a des sujets, dont on n'aurait pas parlé que tu souhaiterais mettre en avant? Attends, j'ai parlé du lab éducatif, des programmes scolaires, bac, brevet. Non, mais j'inviterais juste les gens peut-être à aller sur le site www.m-lab.com pour aller visiter, regarder ce qu'on fait, s'ils connaissent pas encore, puis de partager, peut-être pour des familles qui auraient vraiment, qui sont en région parisienne, donc du côté Viroflay dans le 78, à côté de Versailles. Il faut savoir aussi qu'on fait du e-learning pour le collège-lycée. On a ouvert ce parcours pour notamment des enfants qui sont en phobie scolaire et qui n'ont pas encore la capacité, qui sont trop sensibles et qui ne peuvent pas aller parce qu'ils ont subi la maltraitance, du harcèlement ou quoi que ce soit, qui ne peuvent pas encore revenir physiquement à l'école. Donc on est en train de créer un parcours qui n'existe, je pense, nulle part pour ces élèves. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu disais entre combien il y a d'élèves, en fait, j'étais là. La question c'est combien il y a d'élèves physiquement ou combien il y a aussi d'élèves en e-learning aussi. Ah oui, tu aurais pu me la poser. Parce que là, j'ai dit 45 peut-être en physique et le reste en e-learning, ou peut-être 60 en physique. Il y aura pas si on a de la demande pour de l'e-learning. Alors ça, c'est juste pour le collège-lycée pour le moment, parce que je pense pour le soutien scolaire et les vacances, pour le moment, ça fait peut-être trop d'un seul coup. Mais en tout cas, pour des élèves qui ont envie de retrouver doucement le chemin de l'école et qui ont envie de participer à des projets, même à distance, c'est possible. En fait, tout est possible chez elles. Et voilà, peut-être mettre l'accent sur le e-learning, donc d'aller voir un peu, et puis nous écrire sur la boîte de M pour s'il y a des questions, ou si les gens veulent m'avoir au téléphone pour qu'on puisse répondre aux questions tout simplement. Parfait, merci beaucoup. On mettra dans le descriptif de l'épisode le lien vers le site internet et tes coordonnées aussi. Ainsi, si les auditeurs veulent contacter Julie, Bruno ou aller voir le site web, vous aurez toutes les infos. D'accord, super. Alors pour clôturer cet épisode, Julie, est-ce qu'il y a une question que tu aurais toujours aimé qu'on te pose et qu'on t'a jamais posée? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas compris la question. Justement, la question c'est une question. Je laisse libre cours quelque part sur les fins d'épisode pour te poser, de donner un espace sur ce que tu aurais souhaité, ce que tu souhaiterais exprimer. C'est quelque chose qui te vient? Ouais, d'accord, c'est pas forcément une question, ça peut être juste quelque chose à dire. Oui, ça peut être juste quelque chose à dire. J'aurais juste envie de dire un truc, que ce soit pour les parents, pour les élèves, pour toi, Dounia, pour un chef d'entreprise qui écouterait ce podcast, ici en France, en Espagne ou à travers le monde. Juste un truc, sois toi et change le monde. Merci Julie, c'est très puissant. J'aime beaucoup tout ce qui transparaît après le silence qu'il y a derrière, tu sais, au-delà. De je développe ou pas? Non, sois toi et change le monde. Et de vraiment détruire et décréer toutes les limitations qu'on a de pas être complètement soi parce qu'on a peur que ça soit trop atypique, qu'on soit rejeté et tout ça, parce que je pense que dans nos atypismes, nos trucs bizarres là qui sont pas acceptés par la norme, il y a probablement notre zone de génie en fait. Donc soit le génie fou de ta zone de développement. J'aime beaucoup. Et c'est vrai que c'est simple, être soi. Finalement, on a l'impression que c'est compliqué de l'être, mais en réalité, c'est tellement simple.
Être soi, c'est tout, c'est tout ce qu'il y a à faire. Être. Ouais, tout à fait. Et en plus, juste ça, il faut juste réaliser qu'en fait, ça change le monde. Il n'y a pas besoin Bien de... sûr. Alors oui, on peut poser des actions pour ouvrir une école qui s'appelle M, par exemple, mais je veux dire, le fait d'incarner notre différence, notre singularité, notre unicité, tout ça, ça permet à l'autre de faire la même chose. Et donc de s'ouvrir et de co-créer et de vraiment changer les choses, en fait. Plutôt que de se contracter parce qu'on a été pas dans la norme. Et du coup, la contraction, c'est pas de l'expansion, en fait. Complètement. Julie, merci infiniment pour ton temps, pour cet échange. On vous suivra de près dans les mois et années à venir, dans le cadre du podcast Reconnexion. On vous souhaite, avec toute l'équipe du podcast, tout le meilleur, pour, l'ouverture en septembre prochain et encore une fois, bravo à vous pour la co-création ensemble d'EM, l'école des intelligences multiples. Merci Dounia de co-créer avec nous aussi à travers ce podcast, la reconnexion à autrement que l'école. C'est un grand plaisir. À très bientôt, Julie. Au revoir, ciao. Au revoir. Qu'est-ce que cet épisode vous a apporté ? Si l'exercice vous appelle, je vous invite à mettre cet audio sur pause et à prendre un temps pour noter ce qui vous vient à l'esprit. Merci à vous d'avoir écouté le podcast Reconnexion, l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Si vous souhaitez rejoindre notre tribu, partager vos impressions ou aider notre podcast, je vous invite à aller sur notre site web www.reconnexion.podcast.com. Vous aurez un aperçu des différents moyens que nous proposons pour co-créer ensemble et continuer à faire grandir notre podcast. Si vous pensez que cet épisode peut être utile à quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à en parler et à le partager. Et si vous pensez qu'il vous a été utile d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode.